Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous raconter l'histoire d'un rescapé du feu. Brûlé au 3e degré lors de la catastrophe d'Ensam il y a quelques années, il s'était illustré. On s'en souvient très bien en interpellant plusieurs fois le président Paul Biya lors de sa visite au sinistré de l'hôpital central de Yaoundé. Plus de 15 ans après la catastrophe, qu'est devenu Albert Michel Akabé, puisque c'est de lui qu'il s'agit? La vie lui a-t-elle réussi? Et puis, son visage transformé et défiguré lui a-t-il permis de trouver femme à sa pointure? A-t-il réussi à fonder une famille? Et puis, a-t-il revu le président Paul Biya? Voilà autant de questions et bien d'autres auxquelles nous trouverons des réponses parfois surprenantes tout au long de cette émission. Mais avant de commencer, je vous propose de revisiter avec l'intéressé ces moments terribles qui ont transformé sa vie. Ce 14 février 1998, le quartier Nsam à Yaoundé connaît une effervescence particulière. Depuis le milieu de la matinée, les populations d'Ensam et d'ailleurs profitent du déraillement de 2 wagons-citernes appartenant à la SCDP, Société camerounaise des dépôts pétroliers, pour se ravitailler en carburant. Pendant près de 4 heures d'horloge, tout se passe bien et puis soudain, une explosion suivie d'un incendie transforme cette partie de plaisir en cauchemar. C'est le drame. Donc moi je sortais d'Ensam parce que je partais soit étudier vers le carrefour Nsam. Donc je rentrais donc à pied pour venir emprunter ce raccourci. J'habitais à Viomba, donc pour y aller je passais par ce petit sentier. Selon les dits des uns, dit que la citerne c'est depuis soit 6 heures et les gens ont commencé à prendre le camion depuis 6 heures jusqu'à 13 heures. Moi je passe par là à 13 heures peut-être 2 ou 3 comme ça. C'était à 13 heures que moi je passais par là. Et quelques 2-3 minutes. Je n'ai même pas fait 2 minutes parce que de là où j'étais, presque 9 à 10 mètres. Quand ça avait fait boum, c'est ça bruit qui est suivi. Les sapeurs-pompiers et les populations accourues aussitôt conjuguent leurs efforts pour maîtriser les flammes et retirer les corps des victimes. Mais le bilan est lourd, plus de 200 morts et quelques survivants. Les corps calcinés sont transportés dans un hangar de la base aérienne à Yaoundé. Le pays tout entier est en état de choc. Le corps médical dans son ensemble se mobilise. Oui, nous sommes arrivés dans une situation, j'allais dire, très critique pour les malades. Parce que la plupart des blessés étaient des brûlés entre 40 et 80%, et même 100%. Ce qui est rarissime, que moi je n'ai encore jamais rencontré autant de brûlés aussi graves d'un seul coup. Les brûlés, un peu plus de 150, sont pris en charge par le gouvernement. Pendant ce temps, à la base aérienne, les familles procèdent à la reconnaissance des corps et perçoivent les frais d'inhumation. Les corps non identifiés sont transportés et inhumés dans une fosse commune au cimetière municipal d'Ngoudmakon près de Yaoundé. C'est la première fois, il y a 15 ans aujourd'hui, que je revois intégralement ces images. Je voyais souvent juste peut-être 1 seconde, 2 secondes quand on prépare cette histoire de chaque 14 février où on ne voit même pas choses à évoluer ou changer. C'est là où je vois un peu cet extrait, petit truc comme ça. Mais c'est la première fois, je vous avoue que non seulement je suis triste,
Et je vois vraiment d'où je sors et je comprends encore plus qu'il n'y a pas une main d'un homme dans ma vie. Je vois la main de Dieu. Je vois vraiment la main de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu seul qui pouvait retirer quelqu'un. Première fois de voir des hommes calcinés. J'entends, ils sont dans les taxis. Quand les gens me voient, oh, si tu étais ensemble, tu voyais les gens calcinés. Les gens étaient comme des singes. J'ai fait 1 mois, 2 ans sans manger la viande de singe. Tout ça. Ils ne savaient pas que quand tu parlais des choses comme ça, ils me choquaient plus ou ils faisaient ça sciemment, je ne sais pas quoi. Mais c'est maintenant que je témoigne vraiment et je confirme vraiment que c'était quelque chose d'horrible. Quelques jours après le drame, le président de la République, de retour d'un voyage en Europe, se rend directement en Sam. C'est pour saluer la mémoire des disparus, apporter son soutien aux populations et essayer de comprendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors, il y a un train, donc, un wagon donc, qui a été donc, refusé et on l'a donc déplacé. Alors, au lieu de le déplacer plus loin, on l'a mis à l'intersection. Oui, voilà, c'est ça. On l'a mis là. Alors, pendant la manœuvre, semble-t-il, un autre wagon, qui lui, il est plombé normalement, se serait détaché. Oui, se serait détaché et est venu. Alors, comme c'est à l'intersection, parce que si c'était sur la même ligne, un des wagons aurait poussé l'autre. Si c'était nettement sur des lignes différentes, le wagon serait passé, parce que la pente est de là-bas vers ici. Donc, il est venu et il a donc cogné le billet. L'autre citerne qu'on avait donc garé, qui a été mal garé. Et les 2 wagons se sont donc renversés, l'un de ce côté et l'autre de l'autre. Et les populations se sont ruées pour donc chercher le cargo. Il paraît que malgré tout ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas respecté. Et en pleine action, une étincelle est partie quelque part. Et ça a pris feu. Alors, notre chance, les pompiers sont arrivés, et la chance, c'est que ni l'une ni l'autre des 2 citernes n'a explosé. C'est le carburant qui est sorti, les effluves, tout ça, c'est ça qui a pris feu. Et ni cette... c'est de l'huile de palme. N'a pris feu parce que l'intervention a été, malgré tout ce qu'on dit, assez rapide. Et on a inondé tout. Donc les 2 wagons n'ont pas explosé. Mais tous ceux qui étaient agglutinés autour ont flambé. Et c'est la chance. Même des maisons à côté n'ont pas la lampe. C'était en plein jour. En plein jour, ça s'est passé autour de 13h. Le feu s'est déclaré autour de 13h, 13h20. C'est horrible. Quelque chose d'épouvantable. On n'a jamais vu sinistre. Mais je vous dis, excellent. Sinistre de cette ampleur. Et d'abord, tout le quartier aurait pu prendre feu. Le président. C'est ce qu'on appelle comme ça. Il t'a déjà salué, non? Nous sommes près du village à Moka, Papa Bia. Il est où? Papa Bia. Il t'a déjà salué. Il ne veut pas saluer là-bas. Il faut qu'il me salue. Non. Tes bras sont bandés. C'est malade. Il ne veut pas saluer. Tes bras sont malades, tu comprends? Quand tu seras guéri, tu iras saluer. J'appelle le président, vous savez, c'est comme
toute personne qui peut se retrouver comme ça en détresse, quoi, comme une personne en détresse qui voit déjà venir le secours, qui a besoin d'un secours. Quand j'appelle le président, je ne sais pas, c'est venu à moi, puisque nous avait anesthésié déjà, en passant, nous avait anesthésié, mais j'étais le seul, presque le seul dans la salle où l'anesthésie est finie brusquement. Et au moment où j'ouvrais mes yeux, qui était devant moi, c'était le président de la République, et je ne sais pas d'où me sortait cette énergie pour vraiment l'appeler, c'est-à-dire l'interpeller et avoir besoin, c'est-à-dire quand je le voyais, je savais que non, voilà quelqu'un, j'attendais beaucoup de lui, j'attendais vraiment une aide de lui. J'ai essayé de lui parler en langue de Boulou. Je dis, nous sommes proches de Boumacar. C'était un peu ça, j'attendais quelque chose et il a vraiment fait quelque chose. Avec tous ses bandes, avec toutes ses blessures, il était quand même à 2 mètres de moi, 3 mètres, 2 mètres de moi. Mais il ne pouvait pas plus sortir non seulement dans la moustiquaire et j'avais les bandes sur moi, même si ça me touchait, on ne pouvait pas se saluer parce qu'il y avait les bandes. Mais j'ai vu son visage, j'ai compris que c'est quelqu'un qui a été touché. Albin Michel Akabe, que voici, brûlé au 3e degré, est annoncé mort dans son village natal à Emambam, par Mengon, près de Bolova. J'ai pris la nouvelle à la radio, on m'a appelé, me disant qu'il y a eu une catastrophe là ensemble et on ne voit pas Akabe. Il se peut que Akabe est mort. Alors, subitement, j'ai pris le chemin de Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, j'ai commencé à chercher. Là où on déposait les cadavres à la base, tu ne pouvais même plus reconnaître quelqu'un là. J'étais là embrouillé, je ne savais même pas ce qu'il faut. Alors je suis allé trouver mes beaux-frères qui sont là-bas à Yaoundé ensemble. Je leur ai demandé, ils m'ont dit que bon, on va courir alors dans des hôpitaux pour le chercher. Parce qu'on fait des listes pour les vivants, qui sont encore vivants là. Partons tout d'abord à l'hôpital central de Yaoundé. Bon, nous sommes partis. Et subitement, dès que j'ai commencé à lire le 3e nom, c'était le nom de mon petit-fils. J'ai dit qu'il est encore vivant. Et je suis parti alors chercher la fille qui était là à la garde. Je lui ai dit que j'ai retrouvé le nom de mon petit-fils ici là. Il m'a demandé que c'est quel nom. Je lui ai dit que Akabe Albin Michel, il y en a 8. Il est vivant. Mais tu ne peux pas aller entrer là-bas. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que tu ne peux pas supporter. Quand tu verras ton fils, tu ne peux pas supporter. Je lui ai dit que je vois mon petit-fils, je suis quitté du village jusqu'ici, et c'est à ce niveau que je ne peux pas aller le trouver. Je vais entrer là-bas dedans. Il m'a dit, bon, accompagne-moi alors. Et il est parti voir le médecin-chef, il a dit que voici le grand-père de Albin Michel. Il m'a dit que c'est toi. Je lui ai dit oui. Il m'a dit que, monsieur, tu ne peux pas aller là-bas, entrer là-bas. Parce que voir ton petit-fils à cet état, à l'état qu'il est, tu ne peux pas supporter. Moi, je lui ai dit que j'entre dedans. Allons. On est parti là. Dès qu'on a ouvert la porte, là où était mon petit-fils, je ne l'ai même pas su, hein, je ne l'ai même pas reconnu, parce qu'ils étaient couverts on les a mis des cailles là. C'est lui seul qui m'a reconnu. J'ai entendu une petite voix qui dit, papa. Et dès que j'ai regardé comme ça, quand je l'ai vu, moi-même je suis tombé dans le coma. Et
La fille m'avait dit que voilà ce que moi je t'avais dit que tu ne peux pas supporter. On attendait seulement le corps. J'étais là et j'étais fini. Après 2 jours, alors, il rentre. Il nous dit qu'il n'est pas mort. Il est là. On appelle la maman. Arrivé là-bas, dès que j'ai trouvé mon fils, j'avais l'enfant au dos. Je n'ai pas su ce qui m'est arrivé. J'étais tombée là. Comment? Après 3-4 jours, je me retrouve dans Réa. J'ai vu qu'on m'a dit que tu as chuté. Après de longs et pénibles mois passés à l'hôpital, Albin Michel Akabé retrouve la vie normale. Pour se reconstruire, il s'accroche sur une promesse que lui aurait faite le président Paul Biya lors de son passage à l'hôpital central de Yaoundé. Si ce petit qui vient de m'interpeller s'en sort, qu'il vienne me voir, aurait-il lancé aux infirmières. J'ai écrit plusieurs fois des lettres que j'ai envoyées par les... J'ai même recommandé d'autres envoyées par la poste. J'ai envoyé par le CERAC. Je suis allé moi-même 2-3 fois entrer au palais, en passant par Edoudi, passer par derrière, déposer les courriers pour lui dire que voilà, c'est moi qui t'appelle pas Paul, c'est moi, je suis vivant. Le Seigneur a voulu vraiment que vous me revoyiez en personne dans mon état. Et c'était un peu ça, c'est ce que j'écrivais. J'avais vraiment besoin qu'ils sachent que je suis là, je suis vivant. Il y a quand même un rescapé du 3e degré qui a survécu dans cette catastrophe. Et c'est son fils. Impossible de rencontrer le président Paul Biya ou l'un de ses proches, Albin Michel Akabé décide d'affronter seul les dures réalités de la vie active. À l'hôpital, j'avais plus de force, mais à la sortie, c'était plus difficile. Au point où plusieurs fois, j'ai voulu me suicider. Parce que ça a été plus difficile. Ma sortie a été plus difficile que la douleur physique que j'ai eue par ces brûlures. Parce que tu sors de l'hôpital, tu veux rejoindre ta famille, tu veux revivre une vie normale. Tu te rends compte que tout le monde te regarde comme si tu étais un guinguerou fantôme qui sort je ne sais où. Même dans ta propre famille. Tu as personne qui peut t'aborder. Tu as personne avec qui vous pouvez vraiment causer, dire des choses, qui peut te donner le sourire. Et même à l'école, c'est ça qui a fait que j'arrête mes études. Déjà, je vais vous le dire. J'ai changé en 1 an 2 établissements scolaires. À Mongon, j'ai fait qu'un trimestre. Ça n'allait pas. J'étais à la SM. Parfois, je me retrouvais seul sur un banc. Oui, pourquoi? Parce que les gens avaient peur d'être contaminés par mon physique. Oui, vous voyez. Et même dans la famille, parfois, je surprenais souvent les gens en train de parler à mon sujet, dire des choses. Celui-ci est fini. Il ne peut même plus avoir une femme. Ce qui est sûr, comme il est brûlé sur lui, il est brûlé aussi, le sexe est brûlé. Oui, c'est des choses qui... Vous voyez, quand tu suis des choses pareilles, et quand tu te regardes vraiment sur un miroir, tu regardes ton ancienne photo, tu te vois comment tu étais un homme, tu avais des ambitions. Et vraiment, c'était pas facile, bien aimé, c'était pas facile. C'était très difficile pour moi. J'ai dit bien, il fallait la main de Dieu. C'était très difficile. Je suis d'abord descendu là pour faire un chant. Vous pouvez imaginer que brûlé à cet état, j'avais encore des blessures sur moi. Parce que sorti de l'hôpital, j'avais encore quelques blessures. Ma peau était encore toute fragile. Je n'arrivais pas à manger. Alors qu'à l'hôpital, on disait que même le fait de bien manger contribuait à notre bonne guérison. Mais je n'arrivais pas. Je n'avais pas joindre les 2 bouts. Je suis descendu au village, j'ai pris la machette pour faire comme ça un champ de tomates. Mon premier champ, c'était, je vous parle des choses de 2 ans. 2 ans après l'accident, donc j'étais encore toute fragile, où tout le corps démangeait. Je ne pouvais pas rester debout que 5 secondes, parce que les pieds grattaient, les mains grattaient, le visage grattait. N'en parlons plus du soleil. Mais je suis allé, j'ai dit, je vais faire comment, je ne compte sur personne. Je n'ai pas
dans ma famille quelqu'un qui peut dire viens habiter, tu vas manger, tu vas boire de l'eau, je vais te nourrir, personne. J'ai fait ce champ. Ça n'a pas pu produire déjà. Pourquoi? Parce que, vous savez, tu peux faire un champ et la terre te donne ce qu'elle peut te donner et tu prends. Le deuxième champ, c'était un champ une bananeraie, un plantain. C'est là où je me suis retrouvé avec des blessures qui ne faisaient que s'approfondir. Je suis venu une fois voir le docteur Bob Oyono, qui vraiment jusqu'à aujourd'hui me suit. Et je me rappelle aussi avec le docteur Antonin, m'ont fait comprendre que je ne peux pas, je ne dois pas rester au village. Il faut que je cherche à rester à ville. C'est comme ça que je monte en ville. J'ai fait presque 2 à 3 semaines, je dormais à la gare routière. Quand il n'y a pas de gare routière, ce n'est pas que je dormais sous un toit. Qu'est-ce que je faisais à 6h du matin, je me lève à 19h, 20h quand on ferme les agences. Je vais me coucher sur les places, les bancs là. Les bancs que les passagers s'asseyent souvent. Je peux veiller avec les gardiens jusqu'à peut-être minuit, 1h, 2h, parfois on veille. Et quand le soleil me prend, je m'allonge là. Bref, je n'étais pas différent des enfants de la rue. J'étais un Angabo couvré. Et c'est comme ça qu'une famille... Bref, j'ai sympathisé avec des amis comme ça à gare routière, le fils d'un ancien directeur de l'école publique d'Unvan, M. Malondon. Et c'est comme ça qu'il m'a amené chez lui. Quand j'ai vu son état, j'ai vu un peu les moments par lesquels il passait, comment les choses étaient un peu difficiles avec lui. Et ici, là, chez nous, nous avons plus d'espace. Bon, je n'ai pas hésité à compatir. C'est un peu comme ça là que nous sommes rapprochés et je l'ai amené ici. La maman aussi a été compréhensive. Il n'y avait rien qui dérangeait. C'est comme ça qu'elle a aussi accepté Dolph et nous étions ici ensemble. Il y avait les gens qui ne voulaient même pas le sentir. Mais moi, je suis d'abord un enfant de Dieu. Et voyant que non, on ne peut pas jeter l'être humain comme ça, j'ai accepté qu'il vienne habiter avec nous. Il habitait ici avec nous. Et mon mari même était là. Mon mari même a accepté. Nous avons mis l'on. Dolph était devenu comme mon enfant, jusqu'à l'heure actuelle, comme mon enfant. Et c'est comme ça qu'on a vécu jusqu'au moment où il a vu que non, il pouvait quitter pour aller se débrouiller seul. On a été toujours ensemble. Et jusqu'à maintenant, à l'heure que je vous parle là, quand il y a quelque chose, je suis sa mère. Je n'ai jamais eu peur de lui. Jamais. Jamais. Plutôt, j'étais là pour monter son moral, Pour que vraiment, parce qu'il y a les états où, si vous vous amusez, quelqu'un peut perdre sa vie. Il y a même d'autres gens de sa famille qui ne pouvaient même pas supporter comme nous. Oui. Les gens me demandaient même pourquoi. J'ai dit non. C'est quelqu'un comme moi. On l'a connu, il n'était pas cet état. Si maintenant il est comme ça, on ne peut pas le jeter. C'est comme ça qu'ils m'ont accueilli. Et une autre famille aussi à côté, le docteur Akwa. Ils aussi m'ont beaucoup aidé. Je mangeais là-bas, je dormais là-bas. Au moment que je l'ai connu, les enfants me disent que maman, le gars que tu vois là, c'était notre ami. Et cet ami-là a eu le choc qui était ensemble. Cette Dolph, n'ayant pas de moyens, comme mes enfants l'aimaient beaucoup tellement que j'ai pris Dolph dans ma maison, comme si c'était mon propre enfant. On a mis des années avec Dolph, un enfant serviable qu'à jamais. Comme je suis sur place là, moi je ne fais que le marché du bar. Dolph était à la maison comme mon propre enfant. Comme notre enfant, mon mari, même chose. De façon que Dolph, quand je venais ici au bar, que je n'ai rien à faire, parfois moi je prépare à la maison, Dolph vient servir au bar. J'avais une gérante qui servait la nourriture et Dolph servait toujours au bar. D'autres gens qui le voyaient, toujours quand quelqu'un s'amenait, il avait peur de le voir. Quand je suis là, je disais à la personne qu'il n'ait peur de rien. C'est un enfant comme tout le reste, mais c'est l'accident qu'il a eu avant d'être comme il est là aujourd'hui.
Ouais, maman. Et tu restes avec lui parmi les enfants. J'ai dit non, ça ne fait rien. C'est mon enfant. Donc, durant tout le temps qu'il a mis chez moi, je n'ai rien constaté de mal. Il est devenu mon enfant comme tous les autres. Et il vivait chez nous, on était là, tout ce qu'il voulait, on lui donnait le peu qu'on pouvait. Ce qui fait que c'est mon enfant comme tous les autres enfants. La phase ne nous disait rien, on savait qu'il a souffert. C'est pour cela qu'il est devenu comme il est. On l'acceptait comme ça. Il ne nous faisait pas peur. C'était pas facile pour tout le monde d'accepter. Parce que tout le monde n'était pas trop avec lui. Bon, j'étais toujours à ses côtés, je n'ai pas perdu cette amitié que j'avais pour lui, quoi. Donc on n'a pas manqué de faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire ensemble. Donc sortir, parfois d'aucuns craignaient, d'autres me demandaient même comment est-ce que moi je prends ça, tout et tout et tout. Et que ben non, moi il n'y a pas de problème là-dessus, c'est mon ami déjà. Et on continue à fonctionner avec les mêmes principes, ça ne changeait rien pour ma position, ou bien sur mon amitié avec lui. Donc c'était un peu ça déjà. Grâce à tous ces soutiens, Albin Michel Akabe devient l'un des patrons de la gare routière d'Mvan à Yaoundé. Et pendant près de 15 ans, il joue à fond le rôle de son idole de film d'action, Dolph Lundgren. J'étais à la gare routière, étant errant comme j'étais, mais il y avait un pouvoir qui reflétait en moi. Tu n'avais aucune activité? Je n'avais aucune activité, je ne chargeais pas, je ne poussais pas, je ne faisais rien, mais j'étais seulement, c'est le fait que j'étais assis là. Quand je parlais, les gens tremblaient. Faut dire quoi? Mais puisque je mettais l'ordre, il fait un temps peut-être qu'une femme vient, oh, on a fait ceci, on a fait cela. Comme je m'exerçais dans les petits gars de la gare routière, ceux qui prenaient, qui arrachaient, je doigtais quelqu'un et dis viens ici. Quand il vient, il dit allez, va prendre le sac, on ramène. Et surtout aussi que bon, le comportement. Parce que déjà, je sympathisais avec tout le monde. J'étais ami avec presque tout le monde, j'ai ri avec tout le monde. Je me plantais dans un café, on me donne de quoi manger. Et c'était comme ça. Et c'est ça qui a fait que les gens m'ont fait plus confiance. Ça, c'était ma zone, comme je l'ai dit. J'ai fait peut-être 15 ans en van, 15 ans ici. Ma femme, je l'ai eue, j'étais ici. C'est ici à côté, comme on me disait toujours, une fille qui te cherche, une fille qui te cherche. Donc il y avait un café ici au Marou. Et c'est là où ma femme venait toujours chez Omarou. J'entends seulement qu'il y a une fille qui te cherche pendant qu'elle partait perdre le temps de l'autre côté. C'est comme ça que c'est ici que ma femme, je n'avais rien, dormir toujours là. J'ai trouvé une petite chambre de 3 000 francs en tôle. Déjà qui me dépassait à payer, mais elle était là, on faisait comme ça. On vivait avec. Toute ma vie, comme j'ai dit, c'était à Gautier, je partais au ciné-club. Donc j'ai resté au ciné peut-être du matin au soir pour attendre la nuit avant de venir me coucher. Et il y avait des films, il y avait un acteur qui vraiment qui m'a plu, au nom de Dolph Lundgren. Je crois que c'est un Suédois, je ne sais pas, soit il est un Suédois, soit il est américain. Et c'est comme ça que j'ai adopté son attitude, parce qu'il était un homme vaillant. Il était toujours, même quand on croit que c'est fini, il se relevait toujours. Et c'est là où j'ai été inspiré, j'ai pris ce nom. Et c'est comme ça qu'on m'appelait Dolph ici. Et au niveau de la gare routière, je jouais vraiment le rôle de Dolph. Parce que je partais souvent au poste de police qui était là, retirer les gens qu'on avait mis en prison, en cellule. Il y avait mes amis à gare routière, puis on a pris quelqu'un, on l'a mis là-bas en cellule, je pars et dis ok, c'est Dolph, il m'appartient, je vais gérer la situation. On dit ouais ok, s'il revient ici, on va te... Hein? Alors on le relâche. Et c'est comme ça que la popularité ne fait que monter. C'est donc ici, à la gare routière d'Mvan à Yaoundé, que Albin Michel Akabe, ancien élève en maçonnerie au CETIC d'Ngoaekele, devenu évangéliste entre-temps, retrouve un peu par hasard son amour d'enfance du CS d'Ngoaekele à Yaoundé. C'est quelqu'un qui m'avait indiqué et je l'ai cherché et je l'ai retrouvé parce que lui, après l'accident, il est venu de ce côté-là, en van. Donc c'est comme ça que je me dirige pour le croiser à nouveau. Ce qui m'a poussé à le chercher, c'est que quand peut-être on vous annonce, par exemple, on vous dit que quelqu'un est malade, votre esprit n'est pas calme, vous êtes dérangé, vous voulez à tout prix rencontrer la personne, voir comment il se porte, comment il va. Vous êtes dérangé, vous n'êtes pas tranquille, vous ne voulez pas entendre les on-dit, vous voulez vivre vraiment cela. Je voulais vraiment voir la personne physiquement et lui poser des questions, comment ça s'est passé, comment tu as fait pour te retrouver
dans cet état. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est un ami qui me dit, il y a une fille qui te cherche ici, il y a une fille qui te cherche, il y a une fille qui te cherche. Un samedi, alors il sortait faire sport, c'est comme ça que j'ai trouvé une fille assise au café chez Omarou, mon ami. Il avait déjà servi de quoi manger, petit déjeuner. Omarou me regarde, il regarde la fille, moi je ne connais pas qui est à côté. Lui-même, il n'arrivait pas à comprendre que comment je n'arrive pas à reconnaître la personne qui me cherche. Après, Omarou, c'est quoi, il y a quoi? Omarou me dit que voilà la fille qui te cherche. Quand je regarde et vois une fille, je n'en connais même plus. C'est comme ça qu'on descend à la maison en bas. Elle essaie de me donner son identité. Elle me dit, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Elles font en larmes. Elles font en larmes. C'est comme ça que j'ai eu à lui raconter un peu l'histoire. J'ai été choquée de voir son physique. Elle me dit, je vais revenir samedi prochain. J'ai dit, dis donc, va dire ça aux enfants. Il dit ça dans mon cœur. Que va raconter ça aux enfants. Tu vas revenir, tu croyais trouver quelqu'un de bien, tu as trouvé avec mon état, tu vas revenir où? On vous connaît les filles de Yaoundé, c'est comme ça. Elle est partie, vraiment, je ne savais pas qu'elle va revenir. Oui, j'ai dit que je vais revenir. Et non seulement que je vais revenir, mais ça me faisait mal. J'étais un peu choquée, j'étais un peu triste que la personne avec qui vous avez vu auparavant, son physique, il est devenu bizarre. Il fallait remonter son moral. Il fallait le fortifier. Quand quelqu'un est dans la tristesse, c'est en ce moment qu'il a besoin d'être secouru. Ce n'était pas le moment peut-être de tourner le dos et de l'abandonner et dire, bon, comme il est devenu comme ça, qu'est-ce que je fais avec lui? De préférence, changer et bref, avoir quelqu'un d'autre. Le samedi qui suivait, elle venait avec un sac de femmes là. Dedans, il y avait 2 ou 3 tenues. Elle a dit qu'elle vient passer le week-end avec moi. J'ai dit à mes amis que ça, c'est de la rigolade. Si elle se moque de qui? Et c'est comme ça qu'elle est restée. 2 semaines après, elle a fait le week-end. Le week-end, elle est repartie. 2 semaines après, elle est revenue. C'est comme ça qu'elle est venue rester. Et quand je suis revenue, on s'est mis ensemble. Et j'étais à l'école de police, je quittais souvent. Je venais, je repartais. C'était comme ça. Et après, on a changé des idées. On a trouvé qu'on devait rester ensemble, tous les deux, et fonder une vie. Et ça n'a pas été facile, parce que la gare routière a été remplie de sa famille. Il y a eu des dégâts, il y a eu des choses, ce n'était pas facile. C'est en ce moment-là que l'amour s'est approfondi. L'amour s'est approfondi. Chacun avait vraiment envie de rester avec l'autre. Sa famille n'était pas d'accord, bien vous-même. Votre fille venait avec quelqu'un un matin, avec une personne brûlée, et comme les gens l'appellent vulgairement brûlée, un brûlé. C'est ce que beaucoup de gens disent. Sa famille s'est fâchée parce qu'elle est fille unique. Et vous savez, les filles uniques sont toujours comme des œufs. Son père est maître d'hôtel. Oui, son père est maître d'hôtel et sa maman ne fait rien pour le moment. Vous voyez, ils avaient des ambitions. Elle va épouser sûrement un blanc à l'hôtel ou bien un grand type. Elle devait continuer les études et tout. Comme ça, subitement, elle vient épouser un va-nu-pied. Encore plus, c'est quelqu'un. Parce que je me rappelle de la dernière parole. Un jour, sa maman l'avait demandé, est-ce que tu n'as pas honte quand tu marches avec lui? Mes parents, ce n'était pas facile. Puisque ma maman même, elle n'a pas apprécié ce mariage. Elle disait, qu'est-ce que je fais avec un homme comme ça? Son physique n'est plus normal, qu'il a déjà changé, que je trouve quelqu'un d'autre, qu'il ne me mérite pas, que je devais changer, que le choix n'était pas bien pour moi. Et j'étais persécutée et jusqu'à présent même, ma mère n'apprécie pas le mariage par rapport à son physique.
Un jour, ils sont venus à la gare routière pour venir la chercher. Il y avait mes amis qui ont intervenu. Ils ont dit, si vous mentez. Elle-même, elle a dit qu'elle ne bougeait pas. Et c'est ça qui a fait qu'on puisse avoir la première fille là. Parce qu'on a dit que si elle était enceinte, ça allait calmer les choses. Ça m'a encore excité la colère des parents. Parce que quand elle était enceinte, ça... c'est là où son père, sa mère surtout, a dit, mais ça c'est de la rigolade. Au point où quand l'enfant est né, quand je l'accompagne chez sa mère pour le massage, la maman a pris l'enfant, on a déshabillé l'enfant devant moi. Pour voir si elle avait des cicatrices. Devant ma maman, devant mes soeurs, oui, pour voir si elle avait des cicatrices. Et on m'a chassé. On m'a demandé de sortir. Je suis sorti. Elle est restée. Et quand elle est restée, l'erreur qu'elles ont commise, c'est que 2 mois après, la maman décide d'aller laisser la fille chez sa grand-mère. Elle a laissé mon épouse chez sa grand-mère. Et le chemin, il fallait s'arrêter à Yaoundé. Ils arrivent donc à Yaoundé. Ils ont pris l'agence Arc-en-Ciel. Dès que la fille a mis ses pieds, elle a pris fuite. Elle a couru avec l'enfant. La maman a stoppé le taxi, elle a pris la valise, toutes les choses qu'elle avait achetées pour la lettre. Elle a mis derrière, croyant que quand elle va prendre tout ça, la femme va partir avec l'enfant. Elle a dit, oui, va avec tout ça, je reste ici à Yaoundé. C'est un ami qui est venu m'appeler pour me dire, écoute, j'ai vu ton épouse là-bas, ta femme avec une femme là, ils sont en train de se... Hein, ça ne va pas. Là-bas, quand j'arrive, je trouve qu'il y avait déjà le feu à l'arc-en-ciel, en venant à la gare routière. Le taximan avait déjà mis tout dedans. Elle est partie avec. Et il y a eu une petite collecte là. On a refait une double layette. Parce qu'elle est partie avec toutes ces choses. La valise, les savons, tout ce qu'on avait acheté. Et double, elle a acheté d'autres choses. À ses côtés, je suis d'abord, je suis d'abord là pour conseiller, donner des conseils en tant qu'une épouse. Et le soutenir quand il a besoin de faire quelque chose. Par exemple, comme nous sommes dans la mission de Dieu, je suis à ses côtés. Même quand il va à l'hôpital, en prison, partout, je suis là pour le soutenir, pour l'encourager, pour que nous puissions bâtir ensemble et que nous évoluions dans de bonnes conditions, que nous réussissions dans la vie. Je rends grâce à Dieu. J'ai fait 9 ans, 8 ans avec ma femme. On vivait comme ça. Mais un jour, le Seigneur m'a dirigé vers un malade, vers une personne désespérée. Et j'ai prié sur elle. J'ai suivi cette malade peut-être des mois. Elle a retrouvé vraiment le sourire. Alors comme pour récompense, parce que je partais souvent avec mon épouse qui est évangéliste aussi, parce que ma compagne me soutient dans l'œuvre. Un jour, elle me demande, c'est ton épouse. Je lui présente que ça c'est la sœur, c'est mon épouse, nous vivons ensemble. Et elle m'accompagne, me soutient dans l'œuvre. Elle dit, mais comment vous pouvez vivre ensemble alors que dans vos églises, vous dites que le concubinage est interdit? Oui, c'est vrai, mais je crois que le Seigneur va aider. Et c'est comme ça, un jour, pour dire merci au Seigneur, elle dit non, je vais organiser ton mariage. C'est comme ça qu'elle a organisé avec peut-être 2 autres personnes, dont je vais taire les noms, ont organisé le mariage. Tout s'est bien passé. Le mariage officiel, l'état civil, qui était le 16 décembre 2010, et le mariage religieux 3 mois après, le 5 mars 2011. Après avoir touché le fond du désespoir, Albert Michel Akabé vit enfin l'amour sincère tant recherché. Et cet amour, il le montre chaque jour à la face du monde, tout comme il témoigne des merveilles que Dieu fait pour lui. Son Dieu qui ne cesse de lui faire des signes depuis son accident.
Je causais avec une personne, déjà que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. On causait, la personne me remontait, la personne m'encourageait, et la personne me dit, je ferai de toi un témoin vivant. Mais quand je cause, les infirmiers, je me rends compte que les infirmiers qui sont à mon chevet ne voient pas la personne qui s'agresse à moi. Il y a une conversation là, mais personne n'entend cette conversation. Après, la personne disparaît. Bon, c'est parti comme ça. Et en 2004, j'étais sur mon canapé. Je ne dormais pas. C'est juste une fatigue. C'est le genre de petit sommeil où tu dors, mais tu écoutes les gens, tu suis tout ce qui se passe. Une voix me parle. Me dit, ce n'est pas pour rester là, ou ce n'est pas pour faire ce que tu es en train de faire, que je t'ai fait sortir du feu. Je veux que tu ailles. Va parler et va témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Alors, c'est passé comme ça, j'ai raconté ça à une ou deux personnes. Et voilà comment je fais. Je vais donc à la SIL, Société internationale linguistique, où j'avais un ami missionnaire. Je lui raconte donc l'histoire. Il me dit, c'est le Seigneur qui t'appelle. Voilà comment il me prend. Je suis entré comme ça à l'école, à l'église baptiste, où je suis entré à l'école biblique. Et quelques temps après, je suis devenu évangéliste. J'ai créé même en Kolonda, toute une grande cellule en Kolonda, où je parlais de Dieu, j'ai présenté mon témoignage, je diffusais le film Jésus en Béti, je traduisais en Béti, je parlais, et les âmes venaient au Seigneur. En 2006 alors, une voix me parle encore, et un jour je marchais, voici une dame, elle s'appelle Dr Aboutou, je ne la connais pas, c'est là où je l'ai connue. Et son nom, Dr Aboutou, était dans sa voiture RAV4 rouge. Elle s'est arrêtée, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Le Seigneur t'envoie prêcher. Gagne les âmes à l'hôpital central. Va dans des hôpitaux. Le Seigneur t'attend là-bas. Bien-aimé, ça m'a touché. Je ne connaissais pas la dame. Un matin, je me suis levé et suis arrivé à l'hôpital central. J'ai demandé l'audience. J'ai rencontré l'ex-directeur, le professeur Bella. Vraiment, donc je continue à dire merci. Cette femme m'a reçu, elle m'a accueilli et immédiatement m'a donné l'autorisation. Elle a dit, fais une demande. J'ai fait la signer. Voilà comment j'ai commencé à rendre visite aux malades, à partager mon témoignage aux malades. Et je vois les désespérés retrouver encore l'espoir de vivre, de guérir, d'être sauvé. À l'hôpital du jour, je parle aux malades atteints du VIH. Je vois les gens retrouver le sourire. Je vois les gens me suivre. Ils disent, parle-nous encore de ton Jésus. Je les parlais de ce Jésus. Que si Dieu m'a ressuscité, si Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie, si Dieu a montré à la médecine que là où elle s'arrête, c'est là où lui commence sa part de médecine. Si Dieu a montré aux hommes qu'il est médecin par excellence, il peut aussi faire quelque chose dans leur vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager la parole de Dieu. Un jour, il y avait une campagne d'évangélisation où on a invité un apôtre Nazaire de France. Il est arrivé, j'étais assis derrière. Il était en train de prêcher. Il dit, le Seigneur l'a révélé dans la salle, qu'il y a un élu, un de ses serviteurs dans la salle. J'étais assis derrière. Il y avait les élèves pasteurs, les élèves évangélistes. Il y avait des gens là qui se retrouvaient, croyaient que c'était, ils s'attendaient à eux, qu'on va les doiter. Le monsieur est descendu de l'estrade. Il est venu derrière. Il a dit, lève-toi. J'étais avec mon épouse. Je me suis levé. Je suis venu devant.
Il dit, le Seigneur me dit qu'il va se servir de toi. Et que tu es un puissant homme de Dieu. Tu vas partager ton témoignage dans ce pays, même hors de ce pays, pour la gloire de son nom. Et quelque temps après, l'apôtre Achille Abraham Ndogo, surintendant de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun aussi, il était venu pour, je crois bien, une période, c'était aussi soit une campagne, quelque chose comme ça. Il a aussi eu cette révélation, il a dit la même chose. Je suis donc entré à l'école biblique, il m'a formé dans son école et quelques temps après, 6 ans après, j'ai été ordonné pasteur. Pasteur à l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. C'était le 8 avril 2012. Le Seigneur m'a recommandé d'exercer ma pastorale auprès des malades, des détenus, donc des prisonniers et tous ceux qui souffrent dans l'âme, ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Donc je suis comme ça, aumônier pentecôtiste. Mon travail, ce n'est pas de prêcher le pentecôtisme, ni le catholicisme, ni le bouddhisme. Non, n'en parlons plus des autres. Je suis là pour parler de Dieu et manifester sa puissance dans toute la nation, toute la population, peu importe ton obédience. Ça veut dire quand ils viennent, que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois de n'importe quelle église, quand tu arrives, tu m'expliques ton problème. Je t'écoute et après cela, je te donne un programme de travail. On commence donc quoi? À prêcher d'abord la parole. C'est pour ça qu'il dit 9 jours. Donc les 8 journées là, c'est pour prêcher d'abord la repentance. Parce qu'il n'y a pas de guérison sans repentance. Et aucun homme de Dieu ne guérit. Aucun homme de Dieu ne fait le miracle. C'est Jésus. Et toi, le malade. Ça veut dire, c'est ta foi et c'est la parole qui était sortie. L'homme de Dieu vient juste appliquer. Ça veut dire, Dieu m'a dit, tout ce qui sortira de ta bouche, quand tu me demanderas quelque chose, en mon nom, je t'accorderai cela. Tu imposeras les mains aux malades, comme il dit dans Marc 16. Et les malades seront guéris. Donc, je fais juste cela. Il faut donc que toi-même, tu sois prêt. Donc, il y a 8 journées là, nous prêchons premièrement, parce qu'il y a tout un carnaval. Il y a, premièrement, la repentance. On demande aussi si tu donnes ta vie au Seigneur, première étape. Si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, on te conduit à la donner. Deuxième étape, la repentance. Tu dois d'abord demander pardon à Dieu et tu dois pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Et tu demandes que ceux qui t'ont aussi offensé te pardonnent. Après cela, nous prêchons l'amour. L'amour du Christ et l'amour les uns envers les autres. Après l'amour, la demande. Demandons maintenant au Seigneur de t'accorder donc, de nous accorder la grâce de recevoir ce que nous allons demander pour toi. Un bonheur ne venant jamais seul. En 2013, le révérend pasteur Albin Michel Akabe est recruté grâce à l'intervention du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, comme employé de bureau au ministère de la Jeunesse. Et c'est ici, au CMPJ, Centre multifonctionnel de promotion des jeunes au quartier Rond-Point Express de Yaoundé, que Albin Michel Akabe encadre les jeunes Camerounais. Je suis avec les gens qui sortent beaucoup plus de l'INJS, qui ont suivi des formations et tout ça, l'INJS. Et donc c'est pour animer, il y a des animateurs de jeunesse, qui sont là pour aider les jeunes à l'auto-emploi, voir un peu resituer les jeunes. Donc ça veut dire, si tu as un projet, on essaie un peu de tuer ton projet. Si tu as suivi une formation, si tu n'as pas suivi une formation, on te met dans un centre de formation parce qu'il y a aussi des partenariats comme l'auto-école, les mécaniques auto, hôtellerie et tout le reste. Donc quand tu sors, dès que tu sors de ta formation, le ministère finance ta sortie et tu ouvres toi-même pour t'auto-employer.
sommes en train de descendre comme ça dans mon village, à Emanvam. C'est un petit village d'arrondissement de Mongon. Et Mongon, ça se situe au sud de Bolova, à 40 km de Bolova. Donc vous allez comme ça voir ce que j'ai pu faire là-bas et ce que je voulais faire, je voulais réaliser. Il y a quelques années aujourd'hui, quand la vie était encore plus amère pour moi, si je peux le dire ainsi. Et quelques champs que j'ai essayé de faire, vous allez voir, vous allez découvrir. Il y a même une plantation que j'ai fait là-bas. Il y a des plantains qui produisent déjà. Vous allez voir quand je me débrouille d'aller dire il faut que je bâtisse quelque chose. Vous allez voir les briques de terre, mes quelques petits feux de tôle. Je voulais déjà construire quelque chose à mon épouse parce que vous savez, la famille africaine, une belle-mère et une belle-fille ne peuvent pas comme ça partager le même toit. Donc je voulais déjà réaliser quelque chose pour elle et pour mes enfants, quoi. Abandonné, viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter, viens dans mes bras, oh, la Dieu pour les malheureux. Quand on arrive au village comme ça, la première des choses c'est que tu veux revoir ce que tu avais laissé quand tu partais, peut-être il y a 2 mois, il y a 3 mois, tu vois comment les choses évoluent. Tu vas penser après que non, il faut te déshabiller, mais parfois on est comme ça, on est qu'en veste. Ça c'est mon champ. C'est mon champ à moi, c'est moi je l'ai fait. Ce n'est pas que quelqu'un qui a défriché, c'est moi qui ai défriché ici. Et c'était encore une savane, non? C'est l'arrière-grand-père. Donc c'était exactement comme vous voyez là. C'est moi qui ai défriché ici avec ma machette. J'ai quitté Yaoundé. Je venais sur faire 2 jours. Je défriche pas, il fait 2 jours, je ne fais pas. Et j'ai eu un peu d'argent. J'ai vu le scieur. Il y avait des gros arbres ici, le gars. Il a battu, il a fait tomber les arbres. Et on a brûlé, la maman est restée brûlée. Nous sommes revenus nous-mêmes avec un de mes évangélistes. On a mis le pistache. Et ça a produit énormément. Voilà. Combien d'hectares? Ça n'était pas un hectare, c'est quelque chose de 400 à 500 mètres carrés. Mais parce qu'il y a eu une parole quand on s'aimait, on a parlé à la terre obéit. Après, il y a eu des gens qui disaient sur le village que je suis venu m'écrire des choses parce qu'ils ont fait des croix hectares, 4 hectares, non, pour qu'il y ait des croix 4 sacs. Mais moi qui ai fait moins de 500 mètres carrés, j'ai comme ça là récolté un sac de 100 kg et 7 à 6 à 7 seaux de 10 litres. Qui produit, il y a même un plantain là qui avait coupé tout à l'heure. Ça, c'est le fruit du travail. Techniquement. Tout le monde se moquait déjà de lui qu'il ne pourra jamais se marier, il n'aura pas de femme ni des enfants, ceci, machin. Il a déjà eu sa femme, un bon couple, ils ont déjà des enfants. Je suis satisfait et je suis fier de voir mon petit frère déjà en train de fonder sa petite famille. Et le voilà pasteur aujourd'hui, ce qu'on ne s'attendait pas de lui. Quand je le vois maintenant, vraiment, je suis comblé de joie. Très comblé de joie. Surtout parce qu'il a pris la main droite de Jésus-Christ. Il le tient maintenant, il est devenu pasteur. Et je l'encourage de faire tout ce qu'il veut faire. Je lui donne pouvoir. Le Seigneur m'a retiré de la boue. Le Seigneur m'a façonné, il m'a lavé, il m'a nettoyé. Et je sais qu'il va me faire asseoir avec des sommets, marié officiellement, religieusement. Même ceux qui ont dit ne peuvent plus se marier, n'a plus de sexe, ne pas faire des enfants.
Ils ont mangé, ils ont bu le champagne de mon mariage parce qu'il n'y a pas n'importe quoi, attention. Il y a des photos. Il n'y a pas n'importe quoi. Donc, ça me donne la joie au cœur. Et quand je marche avec ce qu'on dit chez nous, Engelzek. Je marche avec Christ, au pas du Christ et avec Christ. Et tout ça, c'est pour Christ. J'ai des enfants, j'aime les voir. Quand j'arrive, papa, il tombe sur moi et dit, oh, je croyais que mon nom va s'arrêter ici. Il ne me fait pas peur. Je me suis adaptée, je me suis dit, avant, il n'était pas comme ça. Comme maintenant, je me porte bien. Qui sait, je pourrais aussi me retrouver dans une situation pareille et changer. Donc, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. C'est son comportement le plus que j'apprécie en lui. On peut être beau physiquement, et pourtant on a un mauvais caractère. Mais ce n'est pas la beauté physique que je recherche, mais la beauté spirituelle, celle qui est à l'intérieur. On peut être beau et tout ça, alors que ça ne va pas, on a un caractère sauvage. Ma présence a fait en sorte qu'il devienne un homme, qu'il fasse beaucoup de choses dans sa vie, qu'il comprenne qu'il n'est pas différent des autres, qu'il est comme le reste des hommes. Pour moi, il est un bel homme, il reste le même. Ça, c'est juste, comment dire, un accident. Il n'est pas né avec cet accident-là. Donc moi, je l'apprécie et je me suis adaptée, ça ne me dérange pas. Même quand nous marchons ensemble, en route, tout ça, je m'en fiche de ce que les gens disent. Je m'en fiche même du regard. Moi, peu importe ce que les gens disent, j'aime mon mari. Si mes parents, en ce moment, sont en train de me regarder, le message que je peux adresser, c'est que chacun aime à sa façon et chacun fait son choix. Qu'on laisse les jeunes filles faire leur choix. Une belle leçon d'amour et de courage que nous donne ce couple ordinaire. Et aussi, plusieurs raisons, non seulement de ne jamais baisser les bras face à l'adversité, mais aussi et surtout avoir foi en l'avenir. Bonsoir.